Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Guilde. Aujourd'hui, on va explorer un sujet central dans la transformation du rôle de testeur et des QA dans nos organisations, la Quality Assistance. La quality assistance, c'est pas juste une posture sympa ni un buzzword à la mode. C'est pour moi, une véritable démarche pour rendre autonomes les équipes sur la qualité. Et cette structure a été formalisée notamment par Atlassian. Aujourd'hui, ce que je voudrais développer avec vous, c'est surtout le modèle de maturité pour tendre vers cette quality assistance par Dan Butlong, qui a proposé un modèle très clair en 4 phases qui décrit comment une équipe, voire une organisation entière, peut évoluer pour passer un peu d'un rôle de QA isolé, de QA un peu gatekeeper qui dit voilà, je suis le garant de la qualité et centré un peu trop sur l'exécution à une approche collective, voire systémique de la qualité. Donc dans cet épisode, je vais te présenter ces 4 phases-là avec leurs caractéristiques, leurs leviers et aussi leurs limites. Et à la fin, j'espère que ça pourra t'aider à essayer de le mettre en place dans ton équipe à court ou moyen terme. Donc commençons par la première phase qui s'appelle la phase 0. C'est un peu le QA gatekeeper, celui qui va vraiment être le garant de la qualité. C'est la situation traditionnelle, classique, que sûrement beaucoup ont connu ou connaissent encore, ou si voilà, tout repose un peu sur la QA et on déresponsabilise un peu toutes les autres parties prenantes sur le sujet de la qualité. On dit voilà, c'est sa responsabilité à lui ou à elle. C'est la QA qui est le garant de la qualité et qui doit voir les problèmes. Et d'ailleurs, quand il y a un problème en production, on dit comment ça se fait que la QA l'a vu et pas pourquoi on a développé comme ça ou comment on fait pour pouvoir améliorer. Donc c'est une mentalité où je contrôle ce que les autres ont produit sans que eux fassent un minimum de contrôle nécessaire. Il y a des degrés divers et variés, donc je vais pas rentrer dans le débat là-dessus. Mais à première vue, voilà, ça peut sembler rassurant, mais ça peut être tardif, ça peut être une ligne de défense qui peut être trop tard et qui peut mettre en difficulté une mise en production ou faire passer trop de choses en production parce qu'on va pas se leurrer, quand on arrive à la fin, en général, on a réduit le temps et donc c'est difficile de tester tout et souvent, quand on trouve un problème, ça peut impliquer, des développements qui vont être plus ou moins longs. Donc c'est pas forcément un modèle toujours efficient et ça peut vite être, un goulot d'étranglement qui va à la fois, donner l'impression d'empêcher d'aller en production, heu, sans vraiment répondre à un niveau de qualité suffisamment efficace. Donc il y a vraiment un risque, que les QA soient un peu marginalisées, isolées, lentes, voire démotivées et que c'est difficile de se dire: voilà, si je rajoute de nouveaux devs, il faut aussi que je rajoute des nouveaux QA parce que j'ai une problématique, il il faut pouvoir tester dans la même, time frame. Donc quand l'équipe va grandir, le modèle risque un peu de s'effondrer. Partant de ce concept-là, il y a une deuxième phase qui dit, comment on va faire de la QA un peu plus un facilitateur et pas quelqu'un qui va juste contrôler et mettre son tampon. Donc il y a le début d'un changement de posture. Donc le QA va plus se contenter d'attendre à la fin pour tester, mais il va commencer à intervenir en amont. C'est ce que vous devez voir dans certains de vos projets, peut-être en agile. Il va commencer à plus échanger avec les développeurs, les product owners, il va commencer à mettre en place du shift left, travailler sur des critères d'acceptation qui vont être clairs et intelligibles, mettre en place du BDD ou de l'example mapping, voir commencer à mettre du pair testing pour une
une compréhension un peu plus commune. Et le but, c'est d'avoir une compréhension partagée que la qualité commence à être l'affaire de tous et pas seulement des QA. On passe de je vérifie ce que tu as fait à au coup construit la qualité ensemble dès le début. Ça, c'est vraiment une étape fondamentale qui est plus ou moins longue, qui permet de sortir du rôle d'exécutant mais on continue quand même à exécuter pas mal et on commence à vraiment créer de la valeur en équipe. La deuxième phase, c'est voilà, on va rentrer vraiment dans la collaboration en équipe et on franchit un vrai cap. La qualité n'est plus vraiment portée par une seule personne ou une seule équipe, mais elle devient officiellement une responsabilité partagée. Et donc les développeurs prennent en main même une partie des tests, c'est eux qui les exécutent de façon automatisée ou manuelle. On met en place aussi ce qu'on appelle des kick-offs, où vraiment des kick-off qualité, je veux dire, où vraiment les revues deviennent collectives, où les développeurs passent dire voilà ce que je vais tester, voilà ce qu'on va faire, avec un objectif où le QA va commencer à devenir un peu plus coach et ne va être moins dans l'exécution. Voilà, il devient vraiment un enabler, il va rendre les autres capables de faire des tests, que ça soit manuel ou automatisé, se poser les bonnes questions et les structurer, y faire des reviews. Et donc, la QA ne pousse plus vraiment dans la qualité, mais il l'intègre à l'ADN de l'équipe en lui donnant les bonnes pratiques, que ça soit des méthodes de test, du pair testing ou autre outil qui va les aider à être de plus en plus autonomes. Donc, dans cette phase-là, on va essayer de conjuguer vitesse et qualité et que la qualité soit vraiment répartie dans toutes les parties prenantes, y compris le PO. Et dans la dernière phase, on est arrivé vraiment dans une phase où on est passé déjà, le QA est devenu un QA coach plus qu'un QA qui exécute. Et dans la dernière phase, c'est de rendre ce modèle systémique. On va sortir d'un cadre structuré avec vraiment des rôles où chacun fait les choses les uns après les autres, mais vraiment avec des systèmes et des processus organisationnels. On va tendre vraiment vers du quality engineering au sens global et systémique. Et on va essayer de regarder les métriques en production, de faire un peu plus de shift right, de regarder comment on peut s'améliorer, de mieux travailler avec les PM, les PO. Et le QA à ce moment-là est devenu vraiment le coach QA est un acteur stratégique. Il forme, il coach, il accompagne la transformation, il rend autonome. C'est devenu un vrai architecte de la qualité. Et à ce stade, le QA n'est plus seulement vraiment un rôle, hein, c'est un levier organisationnel pour permettre de conjuguer vitesse et qualité. Et vraiment, voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que dans cette démarche, c'est une approche assez holistique où tout le monde doit être partie prenante, où la qualité est à la fois distribuée et orchestrée. Et bien sûr, il faut l'adapter à la culture de l'entreprise. C'est pas fait pour tout le monde. J'espère que cette réflexion, ce modèle, vous pouvez vous l'approprier, y réfléchir, et que chaque phase a ses bénéfices, que peut-être vous allez vous rajouter d'autres phases intermédiaires si vous voulez tendre vers de la quality assistance. Le but, c'est vraiment pas de passer de la phase 0 à la phase 3. Et ce qui est vraiment complexe, c'est que c'est pas juste des process, c'est aussi des personnes qu'on doit transformer. Donc, il faut développer vraiment les soft skills de nos QA. Faut développer les compétences de réflexion, de testing, de penser comme un testeur, comme un utilisateur, aux développeurs, mais aussi aux PO. Et ça prend du temps. Euh, et voilà, l'outil qui est ce modèle de maturité est très pratique, mais voilà, ne restez pas que dans le process, mettez les gens dans la transformation et l'énergie nécessaire, et ça peut marcher que si vous avez un sponsoring fort de votre direction qui permettront de le faire. Donc j'espère que ces questions vous permettront de situer où se trouve votre équipe aujourd'hui, quel est l'objectif que vous voulez atteindre et quels sont les prochains pas. Donc, si vous voulez aller plus loin dans cette démarche, n'hésitez pas à me contacter. C'est des choses que je fais très souvent en termes de diagnostic, en termes d'audit sur ces pratiques. N'hésitez pas à me contacter, échanger avec moi. Ce sera avec grand plaisir que nous en discuterons. Merci d'avoir suivi cet épisode et je vous donne rendez-vous vite pour le prochain épisode de la Guilde. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la Guilde continue de grandir.
Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.